Parlementaire, ministre Éric Woerth est notre invité ce matin. Vous avez été ministre du Budget. Est-ce que vous considérez que le retour de Nicolas Sarkozy est une nécessité, comme le souhaite Brice Hortefeux dans Le Monde, ou est-ce que votre version est plutôt celle de l'éclaircissement ? Moi, je suis pour avancer pas par pas. Et d'abord, donc l'UMP est dans un état désastreux. Il faut restabiliser l'UMP, refonder probablement les choses sur tous les plans, sur le plan politique comme sur le plan économique, sur le plan financier et sur le plan juridique. Et donc, il faut déjà sortir de cette situation. Sortir de cette situation, me semble-t-il, c'est quand même de faire en sorte que Fillon, Juppé, Raffarin, c'est-à-dire trois personnes incontestables, s'occupe de notre parti politique le temps. Donc la Troïka, c'est la nécessité. Oui, d'abord, la première nécessité, c'est la Troïka. Il n'y a pas d'autre solution. On peut toujours dire que le vice-président, Luc Châtel, c'est très bien, mais d'abord, les personnes ont démissionné. Et puis, en même temps, c'est probablement pas totalement la bonne réponse par rapport à la profondeur de la crise. C'est celle que réclament les sarkozystes. Je ne sais pas, les sarkozystes, vous savez, il y a beaucoup. Je veux dire, il y a plein de gens différents. On peut être sarkozyste aussi et penser différemment. Je pense que réellement l'UMP, elle doit procéder par étapes. Il faut clarifier la situation de l'UMP, ce qui s'est passé. Il faut que les choses soient claires. La justice va faire évidemment son travail, mais peut-être faut-il un travail interne. Et puis, il faut nommer cette troïka, ce triumvirat, ces trois personnes à la tête de l'UMP pour préparer tout simplement le moment pour redonner la parole aux militants. Et les militants diront qui s'occupera de l'UMP dans les mois et les années qui viennent. Oui, mais justement, le problème vu du point de vue des Sarkozy, c'est l'entretien donc de Brice Hortefeux accordé à notre confrère Le Monde, c'est qu'il considère que cette troïka, c'est un rempart contre le retour de Nicolas Sarkozy. Je pense qu'ils ont tort. Ça, il va falloir être convaincant parce qu'ils en sont persuadés. Oui, je crois pas à ça. Je pense que personne ne gagnera contre l'UMP. En fait, personne ne gagnera en tuant l'UMP, en faisant en sorte que l'UMP se transforme en autant d'écuries pour 2017. Il faut au contraire essayer de préserver l'unité de l'UMP. C'est la première des... Alors, pas à n'importe quel prix, évidemment, mais préserver cette unité, il faut tout tenter pour le faire. Et il faut donc une solution stable, sérieuse, dans les mois qui viennent pour préparer ce congrès. Je comprends, mais si vous n'avez pas totalement répondu à la question qui consiste à savoir si justement Alain Juppé, qui est favori dans les sondages, François Fillon, qui veut aller aux primaires, au fond, pourquoi laisserait-il revenir Nicolas Sarkozy ? Il n'y a aucune Nicolas raison. Sarkozy, s'il veut revenir, il reviendra. Et visiblement, il en a envie, et c'est très bien comme ça. Il a beaucoup à apporter à la politique française. Non, je ne l'ai pas rencontré ces dernières semaines. Nicolas Sarkozy, c'est pas uniquement le passé. Je pense qu'il porte en lui-même aussi, pourquoi pas, une espérance d'avenir, mais comme d'autres. Et donc, il faut à ce moment-là que l'UMP se prépare à cette élection du nouveau président de l'UMP et que chacun, après, tente sa chance à cette élection du président de l'UMP. Vous n'avez pas l'impression que ça risque de tourner mais justement, vous dites dans la clarté, mais les ambitions sont telles qu'on a quand même l'impression que la clarté que vous souhaitez va très vite se transformer en règlement de compte à hockey choral. Peut-être, je suis naïf. Il y a tellement de parcours personnels. Il y a tellement de parcours personnels. Et en même temps, moi, je n'ai pas de parcours personnel, donc je peux dire les choses de la manière la plus objective possible. Je suis comme beaucoup de gens. Je suis attaché à l'UMP, en tout cas à cette idée, peut-être pas au sigle, peut-être pas, mais enfin au moins à cette idée qu'on peut marier à un moment donné des gaullistes, des libéraux, des centristes, avoir une force de droite sérieuse qui dise les choses, qui soit pas de l'eau tiède et en même temps qui soit parfaitement républicaine. On peut évidemment faire ça, qu'on croit à la grandeur de la France et qu'il y a toujours une espérance et qu'on n'est pas obligé de tomber dans la déprime comme c'est aujourd'hui le cas. Pour ça, il faut des chefs, il faut des idées, il faut de la dynamique. Non, mais les Sarkozy disent au fond, il n'y en a qu'un seul qui a la stature pour éventuellement remporter la présidentielle de 2017, face notamment au Front National et à la gauche, c'est Nicolas Sarkozy. C'est leur argument de base. Mais Nicolas Sarkozy est évidemment une très grande chance, et évidemment qu'il peut être en passe de remporter cette présidentielle, mais encore faut-il que les choses soient... Pour la remporter, il faut quoi ? Il faut derrière un parti à peu près uni, un mouvement, on ne gagne pas tout seul. Il faut évidemment une dynamique, et ça, l'UMP, elle représente cette dynamique. Personne n'a jamais gagné contre un parti politique de cette ampleur, même si traverse aujourd'hui une pathétique crise. Mais en même temps... Et qui est responsable de la crise, d'ailleurs ? Parce que c'est là où on revient aussi à la gestion de Jean-François Copé, d'autres à la présidentielle de Nicolas Sarkozy avec la multiplication justement des meetings.
C'est beaucoup de choses. C'est à la fois l'incapacité à régler l'après-présidence de Nicolas en 2012. Donc c'est le combat qu'il y a eu pour la présidence, combat raté, malheureux, qui s'est passé dans des circonstances douteuses de l'élection de Jean-François Copé, ce qui a évidemment tiré vers le bas l'UMP. Et puis après, on ne s'en est en réalité jamais remis. La vérité est qu'on s'en est jamais remis. Mais vous nous donnez une version apaisée des choses, alors qu'on a entendu des propos de François Fillon très violents contre Jean-François Copé, qui lui-même doit s'exprimer mercredi prochain pour dire sa vérité, avec des propos quand même de Nadine Morano qui dit ce matin dans les journaux qu'au fond, non seulement il va revenir, mais il est quasiment déjà revenu. Je parle de Nicolas Sarkozy. Donc tout ça, est quand même totalement différent de la clarté tranquille d'Éric Woerth. Il faut pourtant une clarté tranquille. Et je pense qu'on peut absolument y arriver. Et il y a beaucoup de propos très pitoyables qui sont tenus les uns sur les autres. Il faut arrêter ça. Je ne m'inscris pas dans cette vision. Je vois simplement que c'est vrai que l'UMP est aujourd'hui au bord du gouffre. C'est vrai qu'on a de moins de militants, qu'on est dans des finances absolument catastrophiques, que sur le plan juridique, les choses ne sont pas claires, mais surtout qu'en même temps, la situation, l'atmosphère de l'UMP n'est évidemment pas claire. Il faut éclaircir le scandale qui est arrivé. Et puis, il faut se projeter. Se projeter, c'est le Congrès. Au fond, se projeter, c'est retrouver une direction stable et une direction soutenue par les militants. Il faut rendre la parole aux militants, et puis après, il faut organiser. Mais je pense qu'il faut organiser des primaires. Il y a un moment donné, on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de primaires, que c'est uniquement les sondages qui décideront. Pourquoi ? Et ça n'exclut personne. Évidemment, ça n'exclut personne. Surtout pas. Mais plus vous avez de candidats... François Fillon et Nicolas Sarkozy. Mais écoutez, on verra, mais on verra. Le temps filtrera tout ça. Mais en même temps, on ne peut pas s'empêcher d'organiser une primaire. Plus il y a de candidats, au fond, plus il faut une primaire, parce que sinon, comment régler la situation ? Comment la régler clairement ? Moi, je crois au fond qu'on soit capable d'organiser une primaire. Et puis, la primaire est une dynamique. La primaire est une rencontre aussi avec le peuple. Et c'est une bonne manière de gagner 2017. Malheureusement, il y a une situation économique, il y a une situation politique, une situation internationale qui est extraordinairement tendue. Et on se regarde le nombril. C'est pathétique. Ce matin, votre candidat, c'est qui ? Moi, je vois les yeux qui cherchent. Non, oui, mais parce que je veux pas rentrer dans un clan. J'aide François Fillon parce que je pense que François peut être une espérance pour le pays. Et en même temps, je garde beaucoup de confiance à Nicolas Sarkozy. Voilà, j'essaie de résumer les choses. Et puis on verra. Je vais pas refermer les choses. Ouais. Pourquoi refermer tout de suite les choses ? Pourquoi s'enfermer dans des clans, dans des ultras machins, des ultras trucs. Ça c'est votre caractère, mais il y en a beaucoup à l'intérieur de l'UMP qui justement font ils ont tort. Ils ont tort. Comme ça, comme au Parti socialiste, comme partout ailleurs. Eh bien, ils ont tort parce que leur seul écho, c'est leur ego. Et ça ne marche pas. Question. Considérez-vous que ce sont de mauvais Français ? Arthur part en Belgique. François-Henri Pinault, la presse le dit, va partir à Londres. Et Sanofi est déjà parti à Boston. Ça continue. Alors, vous avez raison d'ailleurs de dire qu'il y a à la fois des personnes physiques et à la fois des entreprises. Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui se délocalisent maintenant françaises, qui délocalisent une partie de leur activité, leur gestion de trésorerie, leur direction financière, leur direction marketing, c'est quand même le symptôme de quelque chose de grave. Si oui, bien sûr. Bien sûr. Non, c'est pas de mauvais Français. Moi, je dirais pas ça, quitte à choquer. Je pense que ça, on les pousse dehors. En réalité, le pays, par sa réglementation, par son poids fiscal, par son matraquage fiscal, par aussi probablement l'absence de confiance qui règne. Le gouvernement a tué la confiance. C'est bien le problème aujourd'hui. Les gens partent, ils sont libres au fond. Ils sont libres de le faire légalement. Donc ça, ce sont des gens qui partent légalement. Voilà, on le regrette d'abord. Mais est-ce que vous considérez, vous, d'un point de vue politique, qu'il y a une sorte de péché originel qui fait qu'encore, par exemple, Roux de Bézieux, numéro 2 du MEDEF, a dit que si la politique fiscale à l'égard des entreprises continue, il dit ça n'a pas changé, nous, on va sortir du pacte voulu par François Hollande. Donc on a l'impression que la défiance, c'est les montagnes russes entre le patronat et le gouvernement actuellement. Mais le gouvernement a cassé durablement la confiance entre tout le monde, entre les syndicats, le patronat, les Français, les régions. Oui, d'ailleurs la CFDT dit nous on va quitter aussi. Tout le monde, c'est extraordinaire, absolument tout le monde. Peut-être que M. Hollande est capable de réunir les grands de ce monde pendant 3 jours, mais il n'est pas du tout capable de réunir les Français pendant les années qui viennent. Et ça, c'est évidemment extraordinairement grave. Et tous ces départs, tout ça, ce sont des symptômes. C'est juste les symptômes d'une maladie plus profonde. C'est que la France ne sait pas réfléchir
réformer et que la France n'est pas à la hauteur des défis du monde. Donc tout ce qui est proposé pour les 3 ans qui viennent vous paraissent déjà à l'avance un échec. Le pacte de responsabilité, il met un temps fou à s'installer. Les baisses de charges mettent un temps folle à s'installer. Et les résultats ne sont pas là. La croissance est au point zéro. Le chômage a augmenté de 450 000 durant le mandat de M. Hollande, c'est-à-dire plus vite que durant la crise, la vraie crise, c'est-à-dire celle de 2009. Et puis les déficits sont très supérieurs à ce qui était prévu. Ça fait beaucoup. Les rentrées fiscales ne sont pas celles qui sont prévues. Ça fait beaucoup. Le commerce extérieur ne tourne pas. Moi, je ne suis pas un pessimiste, mais je pense qu'il faut regarder les choses en face et il faut tout changer. Il faut des réformes de structure. Mais est-ce que vous considérez que sur le plan économique... pas uniquement la réforme des régions qui est une réforme. Mais si je vous écoute sur le plan économique, la situation est navrante, mais est-ce qu'elle est explosive ? C'est-à-dire, elle est catastrophique. Alors, elle peut l'être parce qu'à un moment donné, à force de voir le chômage augmenter mois par mois, et ça va être le cas dans les mois qui viennent, si à la fois on est une situation politique d'une grande fragilité, c'est-à-dire plus de chefs, ni à gauche ni à droite d'ailleurs, plus de chefs, et qu'en même temps on a une désespérance des Français, tout peut arriver, oui. C'est grave de le dire. Oui, mais c'est justement pour que ça n'arrive pas. C'est justement pour que ça n'arrive pas. C'est justement pour qu'on prenne conscience que mais la ça France passe par une solution politique. Alors, il y a une partie psychologique là-dedans. La France reste forte, heureusement. Il y a plein de gens qui ont un boulot. Il y a plein d'entreprises qui innovent. Il y a plein de gens heureux, heureusement. Donc, il ne faut pas totalement noircir le tableau. Mais en même temps, il y a un courant de pessimisme qui va au-delà de ce que nous connaissons habituellement dans la culture française. 2 dernières questions. Est-ce que vous croyez aux 10 milliards d'économies de la réforme territoriale annoncée ? Pas du tout. Non, pas du tout. C'était peut-être sur un grand nombre d'années et en transformant... C'est ce qu'ils disent, ça, de ce point de vue-là. Oui, enfin, ils ont dit entre 10 et 25. 15 milliards, entre nous, c'est une paille, franchement. Donc, on voit bien que c'est pas du tout fait sérieusement. Il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de mesure. On regroupe des régions en fonction de ce que souhaitent les grands élus socialistes. C'est le contraire de l'intérêt général, même s'il faut réformer le millefeuille. Mais réformer le millefeuille, c'est pas uniquement faire des grandes régions qui, parfois, n'ont d'ailleurs aucun sens. La mienne, ça n'a aucun sens. Champagne-Ardenne et Picardie, ça n'a aucun sens. Mais en même temps, il faut surtout supprimer les départements, il faut surtout réformer les politiques qui sont menées par ces collectivités. Si vous ne réformez pas les politiques, si vous ne baissez pas le nombre d'élus, vous aurez toujours le même budget, vous aurez toujours les mêmes dépenses. Dernier point, Éric Woerth, il est important parce que nous sommes dans le symbolique et dans l'historique avec les commémorations qui vont avoir lieu. Alors, je ne vais pas vous demander ce que vous pensez de la politique internationale. Vous avez forcément un point de vue, mais ça serait trop long dans le cadre de ce matin. Non, ça correspond à quoi pour vous, justement ? Là, je vous parle à vous, Éric Woerth. Le débarquement de Gaulle, enfin ce qui s'est passé il y a maintenant toutes ces années. Ça correspond à... je le résumerai par le courage, un courage exceptionnel. Enfin, tous ces gens qui ont débarqué sous le feu allemand dans des conditions épouvantables, un courage exceptionnel. Le général de Gaulle, une capacité à résister au monde entier, à essayer de faire en sorte que la France soit dans le camp des vainqueurs et pas dans le camp des vaincus. On a l'impression, en regardant, que c'est encore le rêve, d'une certaine manière, de la génération qui est la vôtre. Mais je pense que, évidemment, les Français, on a tous le même... Au fond, on a le même courage que ceux d'il y a 20 ans, 30 ans ou 100 ans, sûrement. Sauf qu'on n'est plus confronté à des situations comme celle-là. Et pourtant, notre courage, c'est de savoir si on va faire la réforme structurelle de l'assurance maladie ou de l'indemnisation du chômage. Il faut admettre que par rapport à ceux qui débarquaient sur Omaha Beach, c'est pas tout à fait les mêmes valeurs. Merci Éric Woerth d'être venu ce matin. Nous allons retrouver Magali et Christophe sur l'antenne de LCI et Julien Lagache sur celle de Radio Classique. Bonne journée à vous. Merci.